Nous avons encore une fois Pat Patom dans nos studios. Pat qui va conduire cet entretien et je serai bien entendu en soutien. Pat Patoma, rebonjour. Bonjour Marco. Voilà, nous allons donc recevoir Lydia Amoutebel. Ça fait très longtemps, Lydia, qui vient nous voir. Elle est candidate PS sur la liste régionale de ce parti. Elle est 24e. Elle espère bien, en tout cas, monter députée régionale bruxellois. C'est la liste 17, le PS. Et Lydia Amoutebel, qui est conseillère communale à Bruxelles-Ville. Bruxelles-Ville, c'est quand même, Lydia, une commune où il y a eu beaucoup de problèmes, comment dirais-je, ces derniers temps, depuis les communales et tout ce qu'il y a eu comme affaires. On peut quand même en parler un tout petit peu. C'était avant les communales. C'était avant les communales, mais il y a eu des conséquences jusque dans les communales, quelque part. On craignait que le PS n'allait pas faire un bon score. Finalement, on a été surpris, Lydia. Mais oui, parce qu'en fait, on a eu certains soucis au niveau de certains mandataires. Et le parti a pris des solutions très drastiques et draconiennes. On s'est séparé de ces mandataires malgré les relations humaines qu'on entretenait avec eux depuis plusieurs années. Et le bourgmestre Philippe Claus, que je salue, a également dû montrer qu'il va gérer la ville de manière différente. Il a perdu 30% de son revenu. On a commencé à décumuler certains mandats. Il a choisi de perdre. Il a choisi pour montrer qu'on n'est pas là pour l'argent, que nous sommes là vraiment pour la population. Et je pense que également le bilan du Parti socialiste a séduit les électeurs. Et c'est comme ça qu'on a pu remporter cette élection communale haut la main et garder le majorat à la ville. Alors, qu'est-ce qui vous a décidé vraiment à vous dire non, moi, je vais me présenter à la région à Bruxelles? Pourquoi? Voilà, je ne sais pas si beaucoup de gens le savent, je suis élue à Bruxelles-Ville depuis 2006. Et j'ai pu être réélue encore ici en 2018. Et je me suis dit que pour continuer le travail que je suis en train d'effectuer à la commune de manière plus efficace, il fallait que j'accède au Parlement régional, parce que à la région, on traite de nombreux problèmes qui intéressent notre communauté, notamment le logement, notamment l'emploi. Vous savez que, par exemple, ici à Bruxelles, il y a un très gros déficit en termes de logement public. Et les plus grosses victimes de ce déficit, ce sont les minorités, comme nous. Nous, à la ville de Bruxelles, on a une belle politique en matière de logement, c'est que durant chaque législature, on construit 800 nouveaux logements publics. Mais à la région, c'est pas ça. Il y a certaines communes, comme Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre, Uccle, ils ne construisent pas de logements publics, ils préfèrent payer des amendes. Mais finalement, je vois que les gens de notre communauté, on est victimes de cette carence de logement. Donc il faudrait que les politiques qu'on mène à la ville, qu'on puisse les mener aussi à la région en termes de logement, que toutes les communes aient l'obligation de construire. Vous pensez à la ville de Bruxelles que vous êtes exemplaire? En tout cas, oui. On est l'une des municipalités exemplaires en termes de logement public. On est la municipalité qui avons le plus de logements publics, qui construisons. Et là, par exemple, on vient d'affecter un budget de 72 millions d'euros pour rénover tous nos logements sociaux, pour les isoler, parce que, parfois, il y a des personnes qui avaient des factures de chauffage très élevées. Ça sert à rien d'être dans un logement social, alors que, en termes d'énergie, la facture est très salée. Et nous avons décidé d'affecter cette grosse somme pour rénover nos logements publics. Et nous sommes l'une des municipalités qui donnons l'exemple, en fait, en termes de logement. Lors des dernières régionales, ici à la région bruxelloise, on avait considéré que les résultats des candidats d'origine africaine étaient très mauvais. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, il y a lieu d'améliorer les choses? Alors, c'est une question difficile et je vais essayer d'y répondre avec une très grande sincérité et une très grande lucidité. C'est tout ce qu'on attend. J'étais également candidate aux dernières élections à la région en 2014 et j'ai dit que j'étais la meilleure des perdantes.
On était une 60aine de candidats d'origine subsaharienne. Et sur la 60aine de candidats, il y en a 3 qui ont été élus, 3 hommes. 2 au CDH, 1 au PS. C'était Béa Diallo au PS, Pierre Compagnie au CDH et Bertha Mampaka. Tout le reste, personne n'a été élu. Et moi, j'ai fait le meilleur score des non-élus. Donc, j'étais la meilleure perdante. Déjà, moi, je vais revenir sur notre communauté, la communauté congolaise. Quelle est la raison de cet échec de la communauté en général? De notre communauté, d'abord, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas confiance en nous, les candidats d'origine congolais. On se dit, oui, on ne va pas voter les Congolais parce que lorsqu'on vous vote, etc., vous n'êtes pas là pour nous. Alors, moi, à cela, je dis à notre électorat que nous sommes à peu près minimum 20 000 électeurs pour ces élections en région de Bruxelles-Capitale. La fois passée, nous n'avions eu que 2 élus. Est-ce que vous pensez vraiment que 2 élus peuvent résoudre le problème de 20 000 personnes? C'est très difficile. Donc déjà, on met beaucoup de pression sur les élus issus de notre communauté alors que nous ne sommes pas assez nombreux. Donc c'est très contradictoire. L'électeur se dit, on ne veut pas voter pour vous parce que vous ne résolvez pas nos problèmes, mais on n'est pas assez nombreux. Et moi, j'ai l'impression qu'au communal de 2018, l'électorat congolais a compris qu'il faut des Congolais. Parce qu'en 2012, on avait... Qu'est-ce qui a changé? Avant, on disait justement, à la limite, on votera même pour les Flamands. On votera pour les Flamands parce qu'ils ne s'occupent pas des problèmes. Changé? Mais ils ont vu, en fait, l'électorat a vu entre 2012 et 2018 qu'on était très peu nombreux au niveau municipal et que les autres communautés subsahariennes prenaient le dessus sur nous, alors que nous sommes les plus nombreux, nous sommes arrivés en premier et qu'au fait, au final, quand tu as une toute petite préoccupation au niveau de ta commune, par exemple, chez moi, à la ville de Bruxelles, au guichet des étrangers, c'est un guichet, il y a toujours un monde fou. Les gens allaient à 4 heures du matin pour être reçus à 8 heures. Mais maintenant, tu n'as personne à qui relayer ta préoccupation, tu n'as personne qui peut te trouver une solution. Et je pense que l'électeur s'est rendu compte que c'était important d'avoir quelqu'un de sa communauté au niveau municipal pour te représenter, pour tes petites préoccupations quotidiennes. Et il y a une solidarité aussi congolaise que j'ai vue moi-même sur le terrain. J'ai vu qu'il y avait beaucoup moins d'hostilité. Bien sûr, on ne peut pas obtenir l'adhésion de tout le monde, c'est vrai. Il n'y a que Dieu, je pense, et même lui n'a pas l'adhésion de tout le monde. Alors, toi, être humain, tu ne peux pas. Quelle est la responsabilité des candidats pour qu'il n'y ait pas cette confiance-là que vous dites, les électeurs d'origine congolaise en particulier n'avaient pas confiance aux candidats congolais. Quelle est la responsabilité des candidats? Quelle est ta responsabilité à toi par rapport à ça? Mais moi, en fait, je pense qu'à un moment, en tant que candidat, parfois, c'est vrai qu'on se décourage. Donc, à force d'aller vers l'électeur, de demander le suffrage de l'électeur, de ne pas l'obtenir, quelque part, en fait, on vous dit, oui, vous êtes nos politiciens, mais tu te présentes à autant d'élections, tu n'es pas élu. Donc, quelque part, en fait, parfois, tu es fatigué. Et tu te dis, oh non, on m'appelle, j'aurais pas envie de répondre. Et c'est vrai qu'il ne faut pas se décourager, il ne faut pas être fatigué. En fait, il faut être constamment sur le terrain. Mais quelque part, parfois, on est humain et on est sujet, victime à des découragements. Mais je pense que en tant que politique, c'est le choix que nous avons choisi et on doit persévérer, en fait. Il est resté dans la tête de beaucoup de gens que le Parti socialiste et la communauté africaine, ça n'avance pas trop. C'est-à-dire depuis l'histoire, depuis très très longtemps, beaucoup de candidats qui sont passés par le Parti socialiste depuis très très longtemps disaient c'est un parti de gauche, beaucoup d'Africains en général penchent vers la gauche, mais que le Parti socialiste lui-même ne tend pas la main suffisamment par rapport à ces Africains-là et ne leur donne pas des opportunités, je veux dire, par rapport à cette communauté qui pourtant a tendance à aller vers la gauche, naturellement. Bon, c'est vrai que ce sont des choses qu'on entend. Alors, moi, à ça, je vais dire ceci. Moi, je regarde l'exemple de nos frères du Maghreb.
Actuellement, en région de Bruxelles-Capitale, le PS a 2 ministres d'origine maghrébine, Fadila Nanan et Rachid Madran. Au niveau du Parlement régional, le PS a 22 élus. Et dans ces 22 élus, je pense qu'il y a 6 ou 7 élus d'origine maghrébine, un seul élu subsaharien. Au niveau des communes, on a Ahmed Lawej, qui est bourgmestre au niveau de Gansoren. Le nombre d'échevins maghrébins, je ne les compte même pas. Nous, à la ville de Bruxelles, on en a 2 ou 3. On a même déjà eu le président du CPS qui était maghrébin. Et pourquoi je commence avec cette communauté? C'est parce qu'au fait, les Africains subsahariens et les Maghrébins ont tendance toujours à voter à gauche. Mais la différence avec nos frères du Maghreb, c'est que ils vont voter pour Rudy Verwoerd, qui est la tête de liste, qui va négocier les accords après les élections, mais ils vont également voter pour les Maghrébins qui sont sur la liste et qui ont les capacités de les emmener plus loin. Et c'est la différence que nous, les Africains subsahariens, on n'a pas fait. On vote PS, mais on vote pour la tête de liste, mais on oublie Lydia Moutiébélé. De sorte que, après les élections, je vais rencontrer mon électorat congolais à la porte de Namur, ils vont me dire « Mais je ne comprends pas. Pourtant, on a voté PS. Pourquoi est-ce que le PS ne vous met pas plus en avant ?» Bien, c'est ce que je dis en fait à notre électorat. Votez, bien sûr, la tête de liste, votez les personnes que vous connaissez qui vous ont aidé sur tel dossier, mais il ne faut pas également nous oublier, nous, parce qu'on est sur ces listes également pour vous représenter. Par exemple, je vois à la ville de Bruxelles, je ne sais pas si vous étiez là le 30 juin dernier, lors de l'inauguration de la place Lumumba. Je suis la seule élue d'origine africaine à l'époque. Alors, je propose ce projet au bourgmestre. Je dis, voilà, les associations ont milité pendant 13 ans, 14 ans pour avoir cette place à Ixelles. À Ixelles, la bourgmestre est libérale, elle ne veut pas. Nous, on doit démontrer qu'on a une ouverture à toutes les communautés du monde. On a pu obtenir cette place parce qu'il y a une élue d'origine congolaise. C'est vrai que ça ne change pas la vie, mais c'est un symbole fort parce que les Congolais ont compris que dans leur municipalité, il fallait qu'il y ait une des leurs qui soit là. Donc, c'est la même chose au fait. C'est le même principe qu'on doit reproduire à la région. Pour que le Parti socialiste voit qu'on est une communauté forte. Il faut qu'on vote massivement le PS, bien sûr, en votant Rudy Verwoerd à la région, Ahmed Lawej à la Chambre, et qu'on n'oublie pas Lydia Moutiébélé, qui est à la région, Guylaine Molaï, qui est à la Chambre, Denis Nanga, qui est à la Chambre. Ces problèmes qui se posent et que vous soulignez, c'est un problème qui traverse tous les partis politiques. Qu'est-ce qui peut expliquer que moi, qui suis d'origine congolaise, je suis belge, je vote pour votre parti PS, je coche la tête de liste, et Lydia qui est là, et Maman Molaï pour, comment dirais-je... elle est au fédéral. Oui, elle est au fédéral, mais pour son parti, je veux dire. Je vote pour la tête de liste, mais je ne vote pas pour Maman Molaï. Qu'est-ce qui peut expliquer ça comment dirais-je, il y a des compatriotes qui sont sur des listes, nous votons pour les têtes de liste et finalement on ne vote pas pour eux. C'est un problème sérieux. On a parlé de confiance, mais c'est un problème qu'il faut relever. Est-ce qu'il y a un problème d'information aussi qui manque parce que jusque-là, il y a encore des gens qui pensent qu'on ne peut pas voter plusieurs personnes. C'est vrai qu'il y a un problème d'information, mais je pense qu'à la base, c'est un problème de confiance. Voilà, parce que on est une grande communauté et qu'on a l'impression qu'on est négligé par nos mandataires. Et je dis toujours... C'est faux. On n'est pas négligé par tous les mandataires, mais nous ne sommes pas assez. Pour l'instant, au niveau congolais, nous n'avons que 2 mandataires à la région. Donc moi, je me dis, cette fois-ci, essayons de se dire, comme on a fait dans les communes. Par exemple, à Saint-Josse, pour le PS, on a Dora Ilunga, on a Yves Bassambi qui sont élus à Saint-Josse. À Berkem-Sandaket, on a Patrick Issengue. À Evert, on a Jean-Luc Mouléo. Donc, vous voyez, ça sont les noms qui me viennent comme ça. On a quand même des représentants
au niveau congolais qui sont dans les communes. Parce que on a lancé un message positif, les médias comme vous, lors des élections communales, ont lancé un message positif et ils ont dit votez pour nos frères qui sont bien placés, qui font un travail de terrain que l'on voit. Et c'est vrai que cette fois-ci, on est nombreux. Bon, moi j'ai de la chance. Au Parti socialiste, je suis la seule Congolaise sur la liste. Comment vous avez fait? Vous avez écarté les autres? Non, je n'ai pas écarté les autres. Vous avez refusé que pas du tout. Les autres ne se présentent? Pas du tout, ça ne dépend pas de moi, c'est la hiérarchie du parti. D'ailleurs, bon, je sais qu'il y a Dora Ilunga, que je salue, qui est chevine, qui a dit non, Lydia, moi je ne me présente pas, je préfère te donner la chance. Il y a Maman Laetitia Kelimbiriro, qui est conseillère communale à Molenbeek, qui a dit aussi, je ne me présente pas, je préfère laisser la chance à Lydia. Et je sais qu'il y a d'autres collègues qui étaient candidats, mais le parti a estimé que ça ne servait à rien d'avoir trop de candidats d'origine subsaharienne, et ils ont misé sur quelques candidats. Donc, sur la liste, nous sommes 5. On a une candidate camerounaise, Colette Franke, on a Béa Diallo qui est là, on a Philippe Bokete qui est là, moi qui est là, et voilà. Et une autre, oui, on est 2 Congolaises, une autre compatriote, Astrid. Mais on n'est pas très nombreux. Et je pense qu'il est plus facile d'unir nos forces quand on est moins nombreux. Astrid de Berkem. Oui, voilà. Donc, c'est plus simple. Marco. Oh ben, la question, Lydia vient déjà de l'aborder. C'était par rapport au nombre, justement, des candidats d'origine subsaharienne dans leur liste. Est-ce qu'il y a une dispersion des voix? Voilà, elle est certaine. En fait, moi, ce que je dis, c'est un problème que tous les candidats que nous avons reçus ici à la radio ont posé, celui de la dispersion des voix. En interne déjà. Oui, du fait de beaucoup de candidats sur la liste. Nous, en tout cas, en interne, il n'y a pas de dispersion des voix parce que les candidats qui ont été mis sur cette liste sont ciblés. Voilà, pour la communauté congolaise, on a ciblé les candidats. Pour la communauté camerounaise, on a ciblé les candidats. Pour la communauté guinéenne également, on a ciblé. Et voilà, on s'est dit, ben voilà, nous, on va essayer de travailler de manière en cohésion. Et ceux qui voulaient se présenter, vous leur avez dit non, ça ne va pas, on ne va pas. Non, c'est pas nous, c'est pas nous, non, je veux dire le parti, oui, mais le parti de la PAD, généralement, les partis ne réagissent pas comme ça. Ils ont d'autres objectifs. Et leur problème à eux, c'est de ramasser des voix. Même si les personnes ne sont pas élues, plus ils sont là, mieux les voix ils collectent, mais il y a effectivement une dispersion parmi les candidats. Et donc, pour sortir un candidat de telle origine, enfin de l'origine congolaise par exemple, c'est beaucoup plus difficile. Donc, les objectifs des partis et les objectifs des candidats ne sont pas les mêmes. Ah oui, non, ça c'est vrai. Moi, je remercie quand même la hiérarchie de notre parti au PS parce qu'il n'y a pas... Il vous a écouté, vous avez soulevé le problème au niveau de la hiérarchie, ou bien c'est eux-mêmes qui ont fait ça? C'est eux-mêmes qui ont fait cette analyse en se disant, si nous avons trop de candidats subsahariens, eh bien, on n'a pas la chance d'obtenir un 2e siège mis à part celui de Béa. La hiérarchie du parti a envie d'avoir des sièges dans la communauté subsaharienne parce que c'est une grosse communauté. Et voilà, je pense que au moment de la constitution des listes, ils ont fait cette analyse de sorte que, voilà, nous sommes 4 ou 5 subsahariens. Quand je regarde d'autres partis où rien que parfois les Congolais, ils sont 8. Comment vous faites sur une même liste 8 Congolais? Mais ça, c'est une dispersion. Mais même au niveau, par exemple, de l'Afrique subsaharienne, il n'y a pas cet esprit-là de diviser les Africains aussi, même quand on parle Cameroun. Si on pouvait ne pas, par exemple, avoir les Congolais, avoir que les Camerounais, par exemple, est-ce que toutes les voix des Congolais n'iraient pas chez ces Camerounais-là et ne l'avantageraient pas un peu plus que le fait qu'on est Congolais, Camerounais, Guinéens? On ne divise pas des Africains comme ça? Bon, en fait, le problème, c'est que nous-mêmes, Africains, déjà par nature, on est très divisés. Il est très difficile. Voilà, moi, par exemple, je suis de confession chrétienne. Alors, j'ai remarqué qu'il est très difficile pour un Africain de confession musulmane de voter pour une Africaine qui est chrétienne, qui ne porte pas le voile ou qui porte un pantalon et qui n'a pas... Donc, quelque part, on a certains traits culturels
qui nous éloignent parfois. C'est pas bon, mais c'est la réalité. Mais les autres nationalités aussi vivent la même chose. Hein. Les Turcs. Est-ce que les Congolais vont voter guinéens aussi, par exemple? Le Congolais est très ouvert. Ou Camerounais. En fait, ce que j'ai remarqué, le Congolais est très ouvert. On est très accueillant de par notre éducation. Je ne sais pas si c'est parce que notre pays est situé au cœur de l'Afrique. Un Congolais est très accueillant, il n'est pas très sectaire. J'espère que nos frères subsahariens d'ici ne seront pas non plus sectaires, parce qu'il y a possibilité, par exemple, nous sur la liste PS, il y a possibilité d'avoir 3 ou 4 élus, parce que nous ne sommes pas si nombreux. Moi, par exemple, je sais que avec ma Colette Fonke, qui est chevine, quand on est ensemble, on distribue les cartes les unes des autres et ça se passe très bien. Parce qu'on est 2 femmes de deux générations différentes, mais on mène un même combat politique. Donc, il serait intéressant que nous deux nous soyons là. Maintenant, espérons que l'électorat également va nous suivre. Mais j'estime en tout cas qu'au PS, la dispersion des voix n'est pas énorme. Parce que nous ne sommes pas trop nombreux. Il y a d'autres partis où vous avez 15 ou 16 candidats subsahariens. Et c'est pas évident. Lydia Moutié-Belé, en dehors du fait que vous êtes conseillère communale, que vous avez contribué entre autres pour le projet de la place Lumumba, quelle est votre marque à vous? Votre marque de démarcation au niveau de la communauté congolaise? J'enlève aussi l'église, voilà, vous savez de quoi je parle. Quelle est votre marque à vous personnelle qui puisse convaincre les gens à voter Lydia Moutié-Belé? D'abord, ce qui peut convaincre, c'est la pérennité. J'ai une expérience politique parce que j'ai commencé la politique très jeune. Je me suis engagée très jeune. Je ne suis pas venue en politique par opportunisme parce que je n'avais rien à faire. Je suis juriste de formation. J'ai travaillé, mais j'ai toujours été une militante. Ça veut dire quoi? Je pense que je suis une femme au cœur de l'action. Et je suis une personne disponible. Quand on a besoin de moi, j'essaye toujours d'être là. Et il y a des causes qui me tiennent à cœur, comme j'ai parlé, c'est les causes qui concernent notre communauté. C'est l'emploi, c'est le logement, c'est la petite enfance. Le fait que j'ai grandi également en Belgique fait que je suis à l'aise partout. Je suis autant à l'aise avec les Belges, parce que j'ai étudié avec eux, j'ai passé toute ma vie avec eux. Et mes parents sont congolais, qui mangent du foufou, etc. Donc je suis également à l'aise dans la communauté congolaise. Je suis à l'aise partout et je peux comprendre les deux. Et avant tout, je suis une femme de terrain. Et mon expérience de terrain fera de moi une très bonne députée. Lydia Moutié-Belé, on vous a vu aussi un peu liée à la politique congolaise. Est-ce que vous avez choisi vraiment de vous installer durablement si vous êtes élu député ici, ou vous ferez comme vous l'avez fait, hein, de temps en temps là-bas, de temps en temps ici? Non, je suis installée durablement en Belgique. Je me suis intéressée à la politique congolaise comme toute métisse culturelle, comme tout citoyen du monde. Le Congo, c'est mon pays d'origine. Donc, il fallait quand même que je m'y intéresse parce que je ne connaissais pas du tout la politique congolaise et je trouvais que c'était une lacune par rapport à mon cursus. Et j'avais décidé de m'y plonger pour que je puisse quand même avoir également un intérêt, quelque chose à dire quand on me parle du Congo. Mais mon pays, c'est la Belgique. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos auditeurs maintenant, là, pour faire changer les choses ici dans la région bruxelloise? Alors moi, j'ai envie de dire à mes auditeurs, surtout de la communauté subsaharienne, de bien voter. On vient d'avoir 5 ans avec un gouvernement de droite qui a mené des politiques très austères. Et les premières victimes, d'abord, c'est nous les minorités. Et les deuxièmes victimes, ce sont les femmes. Je vais donner un exemple. Avant, une maman célibataire qui travaillait à mi-temps, touchait un complément pour le chômage, un complément au chômage. C'est plus le cas aujourd'hui. Donc, ça emmène en fait beaucoup de familles dans la précarité. Avant, tu pouvais quand même faire un regroupement familial, faire venir quelqu'un de ta famille d'ailleurs, etc. Avant, quand tu avais des enfants, tu n'étais pas enfermé au centre fermé. Aujourd'hui, les enfants sont dans des centres fermés. Aujourd'hui, il y a tous les sans-papiers qui sont dans le parc Maximilien.
C'était des choses qui n'existaient pas. Mais ça existait, mais pas à cette grande échelle. Donc, c'est une politique très désavantageuse pour nous qui a été menée. Alors, moi, je demande maintenant à la communauté africaine subsaharienne de faire un revirement vers la gauche. Un revirement fondamental, parce qu'il ne faut pas oublier que si on est belge aujourd'hui, c'est parce que en 2000, c'est le Parti socialiste qui a mené ce combat pour le changement de code de nationalité pour assouplir les conditions. Aujourd'hui, aller à l'hôpital, c'est devenu très difficile parce qu'on a coupé sur les soins de santé. Alors, nous sommes venus quand même ici en Belgique parce que c'était un pays de solidarité, où il y avait la mutuelle, où on était à l'aise. Donc, moi, j'ai l'impression que nous sommes vraiment victimes de cette politique de droite, d'extrême droite. La gauche n'a pas fait mieux. Di Rupo, Premier ministre, c'est sous lui qu'il y a eu la chasse aux chômeurs, par exemple. Et nous avons énormément de compatriotes qui étaient au chômage et on les traque. Et Di Rupo a fait passer ça. Le problème, c'est celui de, si vous gagnez, je parle au niveau fédéral, si vous faites un bon score, et que Di Rupo, qui veut aussi devenir quand même quelque part Premier ministre, est-ce que c'est la même idée qui va prévaloir? C'est-à-dire, contre le poste de Premier ministre, vous cédez tout. Parce que c'était le cas. Écoutez, on n'a pas tout cédé. C'est vrai qu'il y a eu des modifications terribles en matière de chômage, allocation de chômage. Toutes ces personnes, c'est vrai qu'on a fait la traque aux chômeurs, mais ces personnes ne sont pas restées sans revenus. Elles sont venues au CPS. Mais ça ne va pas. Il faut savoir que nous, quand même, c'est vrai qu'on a dû concéder par rapport à ça, mais par rapport à la sécurité sociale, par rapport à l'index, c'est deux choses. On avait dit, OK, on touche au chômage, mais le reste de la sécurité sociale, on n'y touche pas. Les médicaments avaient le même prix, alors qu'aujourd'hui, les médicaments ont augmenté. Il y a toute une série d'antibiotiques dont le prix a augmenté. Plus de remboursements qui ne se font plus, alors que nous, quand même, quand Di Rupo était Premier ministre, voilà, c'était un socle auquel on n'a pas touché. Les salaires ne sont plus indexés. Donc, une personne dans sa carrière va perdre 40 000 € parce que les salaires ne sont pas indexés, alors que quand Di Rupo était Premier ministre, on avait dit qu'on ne touchait pas à l'index. C'est vrai qu'il y a des choses, on ne peut pas tout faire de manière parfaite, mais il y a quand même un minimum, un socle qui avait été respecté. Et nous, déjà, je sais qu'on veut revenir, par exemple, aux pensions à 65 ans. Aujourd'hui, quelqu'un est pensionné à 67 ans. Ce n'est pas juste qu'une puéricultrice doive porter des bébés jusqu'à 67 ans. Elle est fatiguée quand même. Une infirmière, c'est pas juste qu'elles doivent porter, qu'elles doivent avoir cette lourde charge de travail jusqu'à 67 ans. Donc, je crois qu'il y avait quand même un socle, quelque chose que la gauche avait refusé de toucher. Dans la région bruxelloise, il y a un problème sérieux d'écoles qui se pose pour les jeunes. Beaucoup sont obligés à aller s'inscrire dans les écoles flamandes et les flamands, ils servent aussi quelque part là. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Comment est-ce que vous pouvez faire influencer en tout cas la problématique scolaire et surtout pour nos enfants une liberté et une possibilité d'accéder assez facilement? Moi, je donne toujours l'exemple de ma municipalité. Nous, durant chaque législature, on a comme point d'honneur de construire de nouvelles places. Donc, il n'y a pas 6 ans qui s'écoulent à la ville de Bruxelles sans qu'une nouvelle école soit construite. Il y a beaucoup d'argent à la ville de Bruxelles et beaucoup de magouilles aussi. Non, il n'y a pas beaucoup de magouilles. Ah, si. Non, il n'y a pas beaucoup de magouilles, pas du tout. Je pense que la ville de Bruxelles met les priorités au bon endroit. Je pense qu'il faut qu'on remette l'enseignement dans les priorités. Nous, à la ville de Bruxelles, on a choisi de prioriser l'enseignement, on a choisi de prioriser le logement. Et voilà, je pense qu'à la région, on peut également demander de faire cette même priorité, qu'on construise des écoles, qu'il y ait des places d'écoles supplémentaires, comme on le fait dans ma municipalité. Il y a une difficulté terrible pour les écoles secondaires, oui. Surtout ceux qui arrivent en première avec toutes les difficultés de se préinscrire, ainsi de suite. Et nos enfants sont souvent les plus, ceux qui n'ont pas de chance finalement. J'ai ma propre expérience dans la région bruxelloise par rapport à ça. C'est quelque chose qu'il faut essayer de porter. Ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de combats qu'on doit porter en région bruxelloise. C'est pourquoi il faut qu'il y ait des élus qui proviennent des minorités pour porter ces combats, en fait. Dans la mesure où
si vous avez des élus qui ne proviennent pas des minorités, comment est-ce qu'on va relayer ce problème? Nous, à la ville de Bruxelles, c'est facile pour nous parce que nous sommes au cœur du problème. Moi, par exemple, je peux aller en disant chez mes collègues échevins, je ne suis pas échevine, mais quand j'ai une préoccupation qui ressort de ma communauté, je peux aller directement auprès de l'autorité qui gère ce dossier en disant, voilà, il y a ça comme problème, il faut qu'on fasse attention. Or, au niveau de la région, nous sommes sous-représentés. Donc, nous sommes victimes, en fait, de tout ça parce que nous sommes sous-représentés, d'où l'importance pour notre communauté de voter pour nous, dans tous les partis où nous sommes. Oui, mais il faudrait que vous leur rendiez ça. C'est ça le problème aussi. La communauté a l'impression que lorsqu'elle vote pour les nôtres et que les nôtres obtiennent de postes, c'est d'abord pour eux. C'est faux. Ils ne rendent pas ce service-là que la communauté attend. En fait, il n'y a pas de solutions concrètes. Comme là, par exemple, vous êtes conseillère communale. Supposons que vous étiez député régional. Quand vous revenez vers nous, on aimerait bien que vous nous disiez, voilà, durant les 5 années, moi j'ai porté tel projet au niveau régional. J'ai fait avancer tel dossier. C'est ça que les compatriotes, en tout cas, les originaires subsahariens attendent de vous. Mais pas que, voilà, nous, de manière globale, on a fait ceci dans le parti, mais nous, on vote le parti d'abord en couverture, mais dans le fond, c'est vous que nous votons. Non, vous avez, pour ceux qui nous votent, vous avez complètement raison. Ouais. Mais pour l'instant, quand on me dit que la communauté subsaharienne dit que quand on vote les élus, c'est pour eux. À la région, en tout cas, il n'y a que 3 élus subsahariens. Malheureusement. Donc, même s'ils mènent des combats, ils sont tellement, leur présence au Parlement est tellement amoindrie que les combats qu'ils mènent ne peuvent pas être visibles parce qu'ils sont peu nombreux. Moi, je vais vous donner toujours mon meilleur exemple de la communauté maghrébine. À la ville de Bruxelles, ils ont un centre culturel qui s'appelle l'Espace Mag. Bien sûr, ils ont mené ce combat pendant 10-15 ans et ils ont eu leur centre culturel parce qu'ils étaient assez nombreux pour pouvoir avoir ce centre culturel. Par exemple, l'une des demandes qu'on a généralement quand on est en campagne de tous les acteurs culturels, c'est d'avoir un centre culturel. C'était la question suivante, mais vous pouvez y aller directement. Oui. Mais ce centre culturel, en tout cas, juste avec 3 élus subsahariens, au niveau de la région, je pense que ce sera difficile, ce sera très impraticable. Pourquoi vos partis ne peuvent pas accéder à cette demande? Est-ce qu'il faut que seulement vous soyez 20, 30, 40? Est-ce que le parti lui-même ne peut pas considérer que parmi la population bruxelloise, il y a aussi une minorité quand même assez forte de population issue d'une population étrangère et qu'il faut accéder quand même à leurs demandes? Mais oui, est-ce qu'on peut accéder à la demande de quelqu'un qu'on ne voit pas? Parce que on ne voit pas la communauté, les communautés d'origine africaine dans la région bruxelloise. Oui, on nous voit dans la rue. On ne veut pas nous voir. On nous voit dans la rue. Mais au niveau des instances régionales, nous ne sommes pas encore assez présents. C'est par là que je dis qu'il faut qu'on nous voit. Les Maghrébins, on les voit. Émir Kir est devenu bourgmestre à Saint-Josse parce qu'il a été extrêmement plébiscité et qu'il était difficile de ne pas lui donner le majorat. En fait, c'est un peu c'est la loi de l'offre et de la demande. On est très nombreux, on veut quelque chose, mais on doit s'organiser en votant pour des bons partis et en votant pour des mandataires qui proviennent de notre communauté pour qu'ils puissent porter ce projet communautaire, qui est un projet important. Et de la Vous devez faire le premier pas. Nos élus doivent faire le premier pas. C'est à eux de montrer que la communauté ou les communautés africaines doivent leur faire confiance. Vous ne devez pas demander la confiance d'abord. Non, c'est à vous, ceux qui ont été élus, en tout cas ceux qui sont élus, doivent démontrer que vous avez intérêt à voter pour moi. C'est à vous d'abord de faire le travail. Bon, au niveau municipal, en tout cas, la communauté subsaharienne a montré que au niveau municipal, ils ont pu nous faire confiance. Maintenant, on va à un niveau supérieur. Un peu plus haut.
Mais maintenant, à ce niveau supérieur, je n'y suis pas encore. Donc, je n'ai pas de mandat pour dire, voilà, vous pouvez me faire confiance pour tel combat, pour tel combat. J'ai mon expérience au niveau local. Vous m'avez fait confiance pour tel combat et tel combat. Mais maintenant, voilà, pour qu'on mène des combats, les combats tels que l'enseignement, les programmes. Voilà, il y a une grosse demande, par exemple, pour le programme au niveau de la communauté française. Mais comme je dis, on n'est pas encore assez nombreux. On n'est pas assez nombreux pour porter notre voix. 02 344 58 55, je crois que nous avons un auditeur. Madame, monsieur, bonjour. Oui, bonjour Pat, bonjour Lydia, bonjour Marco. Bonjour. Voilà, excusez-moi, je viens un peu de prendre la discussion à pied levé. Voilà, bon, je viens d'entendre Lydia que vous dites que voilà, si Émile Kir a été élu, c'est parce qu'il a été beaucoup plébiscité. Mais il faut pas oublier que dans la commune où se trouve Émile Kir, c'est une commune carrément des gens qui viennent de son pays. Carrément qui viennent de son pays, et qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque de Martens-Gaulle, moi je me souviens très bien de cette époque-là, à l'époque de Martens-Gaulle, qu'on reléguait les étrangers qui venaient de Turquie ou qui venaient du Maroc dans certaines communes. Et que ces communes-là, et eux, ils venaient ici en tant qu'émigrés et qui pouvaient rester et qui pouvaient après voter, tandis que la communauté congolaise, ça fait seulement depuis la fin des années 90. Et c'est une jeune communauté qui doit encore se faire. Alors il ne faut pas oublier. Et il ne faut pas oublier non plus qu'Émile Kir est devenu bourgmestre par une sorte de petit coup d'État qu'il avait fait. Alors, bon, et vous dites que oui, que les subsahariens, ou surtout les Congolais, je ne vais pas m'aventurer au sujet des subsahariens, mais vous dites que oui, que on doit, dans le Parti socialiste, par exemple, ça j'ai cru entendre, mais je ne suis pas sûre, il faut me reprendre là-dessus, que en fait, il fallait seulement 4 ou 5 candidats d'origine subsaharienne, mais c'est complètement faux. Il faut aller voir... Attendez, on va l'écouter d'abord. Oui, allez-y. Oui, il faut aller voir des gens qui ont milité depuis des lustres dans le Parti socialiste. Le Parti socialiste est un des partis qui ne tirait pas justement les subsahariens et en général les Congolais vers le haut. Oui. On l'a soulevé au début. Oui, et alors en plus, c'est vrai ce que disent les Pat et Marco, c'est extrêmement vrai. Une fois que ces ces candidats sont élus, ils ne s'occupent plus vraiment de leur communauté. Je vous le dis pas en l'air, j'ai été plusieurs fois témoin de ce que les candidats... Vous savez, il y a une époque où tous les Congolais se sont mis d'accord pour citer une personnalité congolaise qui était du CDH. Cette personnalité a eu énormément de voix, parce que tous les Congolais s'étaient mis d'accord pour je ne citerai pas le voix, pour le mettre au sommet. Et quand cette personnalité est arrivée au sommet, il a fortement critiqué les Congolais en disant moi j'ai les yeux verts, tous ceux qui ont des yeux verts ou de couleur comme les blancs, hein, et ça j'étais témoin, j'étais là ce jour-là. Eh bien ce sont des personnalités, des personnes qui sont intelligentes comme les blancs. Alors si on prend des gens et qu'on met à la tête et qui vous critiquent, vous pensez bien qu'après on n'aura plus confiance. Bon, alors je ne sais pas, mais il faut me dire qu'est-ce que vous entendez, ça c'est ma question, par l'international socialiste, et qu'est-ce que vous comprenez vraiment au socialisme? Parce que ça, je voudrais vraiment l'entendre et de votre propre bouche. Mais il y a beaucoup de choses qui se disent. On va retenir au moins ça, oui. Cette question-là. Et puis, vous avez relevé ce que nous avions dit au début, que le Parti socialiste n'élevait pas beaucoup les candidats d'origine africaine qui militaient pourtant dans le parti, oui. Et qui, naturellement, allaient vers le Parti socialiste. Oui, et vous savez, il y a quelques années, il y a une personnalité d'origine congolaise dont le fils est un grand footballeur, qui a voulu aussi faire de la même façon qu'Émile Kir dans sa commune.
Et vous savez, dans son propre parti, nous étions les seuls, une personne qui est décédée et moi-même, à dire que non, que cette personne avait tout à fait raison de faire ça. Et ce sont nos propres frères qui sont maintenant en train de faire campagne dans ce parti socialiste, qui l'ont pratiquement insulté. Alors arrêtons un peu. On a plus ou moins compris, hein, madame. Beaucoup. Merci pour votre appel. On va laisser la possibilité à Lydia de répondre. D'abord, voilà. C'est quoi vraiment être socialiste en gros, d'après. Être socialiste, d'abord, c'est la solidarité. Voilà. Merci beaucoup. C'est la solidarité. Donc, la Belgique a un système de sécurité sociale qui est très fort. Et pour moi, ce système de sécurité sociale, c'est le socle même de la Belgique. Pourquoi ? Parce que c'est le Parti socialiste qui a construit ce système de sécurité sociale. Moi, d'abord, ce qui m'a convaincu à adhérer au Parti socialiste, c'est cette solidarité. Et puis après, c'est l'égalité. Parce que c'est vrai, il y a beaucoup de communautés. Et on a parfois tendance à dire oui, le Parti socialiste, c'est un parti communautariste, c'est un parti... Mais en fait, on n'est pas considéré dans ce parti nécessairement par rapport à la tâche à notre communauté, mais on est considéré comme des Belges, en fait. Et je vois même au niveau de la composition des listes, vous voyez que la tête de liste à la Chambre n'est pas belge de souche. Il a une origine. Mais on est tous égaux dans ce parti. Et voilà, moi, c'est le fait que je ne suis pas d'abord considérée comme une Congolaise, d'origine congolaise. Je suis d'abord, quand on doit parler de quota, on me dit, voilà, Lydia, elle fait partie des femmes. On te met d'abord dans le quota femmes avant d'abord de t'attacher à une communauté. Et voilà, moi, ce sont ces deux valeurs qui m'ont attaché au Parti socialiste. Mais il y a des problèmes spécifiques liés quand même à ton origine africaine, bien sûr, qui doivent aussi être relayés. C'est ça le problème. Et soulève aussi notre auditrice soulève le problème de cette confiance que les gens doivent avoir en vous à cause de ces difficultés. On en a parlé. C'est pour ça que je dis, le problème c'est que il y a très peu de personnes qui ont accédé à ce niveau de pouvoir et on globalise, on met tout le monde dans le même sac. Et à un moment, je pense qu'il faut donner aussi à d'autres personnes une chance d'accéder à ce niveau-là pour que la politique ne soit pas réservée seulement à un caste, à des hommes d'un certain âge, d'une certaine génération, donc qu'on ouvre un peu et que notre électorat puisse ouvrir également sa confiance à d'autres personnes, sans vouloir dire du mal de ceux qui étaient là avant moi et qui ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais je pense que maintenant, c'est le moment un peu d'ouvrir l'électorat et de proposer également d'autres personnes. Et par rapport à ce que l'auditrice disait, oui, au Parti socialiste, il y a des gens qui ont milité. Moi, je n'ai pas milité dès le début au Parti socialiste, mais j'ai quand même vu l'évolution. J'ai vu qu'il y a des jeunes Congolais qui travaillent dans les cabinets. J'ai vu qu'il y a des jeunes Congolais qui ont été élus au municipal cette fois-ci. Et on a pu réavoir Dora comme échevine. Et j'ai trouvé que pour notre communauté, c'était un très beau signal parce qu'on n'avait plus d'échevins congolais en région bruxelloise. Et on en a une. Donc ça veut dire que quelque part, le parti nous a fait confiance. Au niveau de Sarjos, on a quand même une échevine de notre communauté. Le Bourg-Ventre aussi, surtout. Oui. Donc, parce qu'il n'a pas facile, Emir Kir, dans le parti. C'est pas évident parce qu'il y a des choses à combattre au niveau des lois qui sont passées. On l'a reçu ici et Emir Kir nous disait il faut faire attention. On fait passer de lois et il y a très peu de gens qui sont contre et qui le montrent visiblement parce que la NVA est là et pousse à ce que des lois xénophobes, on va le dire, soient votées et ça passe comme une lettre à la poste. Voilà, Marco, je crois que nous avons fait le tour avec Lydia Moutiébélé qui sauf est venue si nous Lydia voir. a un dernier mot peut-être. On va lui donner certainement un dernier mot Mm. pour qu'il s'adresse à nos auditeurs. Lydia Moutiébélé qui est 24e sur la liste PS. C'est la liste numéro 17. Oui, c'est la liste 17. Donc, je voulais également rappeler à nos auditeurs qu'on va voter 3 fois. La première fois, ce sera à l'Europe. Et nous, au PS, on a plusieurs candidats à l'Europe. Paul Magnette,
Marie Arena. On va voter également au fédéral. Au fédéral, c'est Ahmed Lawej qui conduit notre liste. Et dans notre liste, on a Denis Nanga, d'origine africaine. On a Maman Guylaine Molaï, que beaucoup de gens connaissent, qui est 5e suppléante. Et puis seulement, on votera à la région. Donc, on vote 3 fois. Il ne faut pas se décourager parce que c'est important de voter à l'Europe. C'est important de voter au fédéral. C'est important de voter à la région parce que les trois suffrages sont importants et ça va conditionner les 5 prochaines années dans lesquelles on va vivre. Et le message avec lequel je suis venue, c'est de voter. Pouvez-vous faire une promesse à notre communauté? À notre communauté, bien sûr. Je fais toujours la même promesse. C'est que, élu ou pas élu, je suis là et je serai là pour relayer les préoccupations de notre communauté là où elles doivent être relayées, parce que je pense que si on est en politique, d'abord, c'est pour être des relais. C'est quand on est des relais qu'on fait changer les choses. C'est quand on est ouvert à sa communauté qu'on fait changer les choses. Et je suis à la disposition de ma communauté et je veux être un relais fiable et stable. Donc, je suis là pour vous. Merci beaucoup Lydia Moutsebele. Comme à tous ceux qui vous ont précédé, bonne chance. Merci. On espère en tout cas voir le nombre d'élus d'origine subsaharienne en général et particulièrement congolaise puisse s'élever après ces élections ô combien importantes. Merci beaucoup Radio Air Libre, Monsieur Marco.